Bienvenue dans Culture & Co, votre émission sur la culture en Ile-de-France. Comme chaque mercredi, nous nous retrouvons pour parler d'actualité, rencontrer des artistes, découvrir des métiers d'art et partager des idées de sortie. Tout de suite, le sommaire. Découvrir l'univers de la chanson française par la musique urbaine, c'est l'objectif de l'association Chroma Zebrock avec le programme Zebrock au Bahut. Le théâtre au service de la santé, c'est le défi du collectif 18.3 avec la pièce de théâtre tirée d'un livre de la psychanalyste Marie Peset. Comment se servir d'un château médiéval pour exposer de l'art contemporain? 30 artistes se réunissent et installent un musée éphémère au château de la Roche-Guyon. Plonger dans l'univers des enfants et proposer aux scolaires une série d'actions culturelles et pédagogiques, c'est possible avec la pièce de théâtre Lily, la reine des objets. Le one-man show stand-up, ça existe. Un peu de Prévost, un peu de Desproges. La preuve avec le spectacle de l'acteur humoriste Ben. Ne plus pouvoir concevoir sa vie sans la peinture, une passion vitale. C'est ce que nous expliquera l'artiste peintre Yash Godebski. Et bien sûr, nous terminerons par de nouvelles idées de sortie. On ouvre cette édition en Seine-Saint-Denis à Bobigny avec un retour sur le programme Zebrock au Bahut. L'association noiséenne Chroma Zebrock a organisé le 9 mars dernier une rencontre avec le rappeur Rossé, une des têtes d'affiche du festival Bobigny Terre Hip Hop. Pause musicale pour les collégiens et les lycéens. Mathieu Canac de TVM Est Parisien y était. Regardez. C'est cool, hein, c'est dynamique, candide, innocent et curieux et voilà, et plein d'énergie. Non, Rossé ne parle pas de son dernier album, mais des jeunes qu'il a rencontrés le 9 mars dernier. À l'initiative de l'association Zebrock, des collégiens et lycéens de Bobigny et Drancy se sont rendus à Canal 93 pour le festival Bobigny Terre Hip Hop. Zebrock au Bahut, c'est le nom de cet événement qui a permis aux élèves de questionner des artistes. Quelle est votre chanson préférée? Pourquoi vous ne passez pas à la télé? Ou plus surprenant, êtes-vous marié? Les questions n'ont pas manqué. Souriant et détendu, Rossé s'est prêté au jeu et a même offert un bonus aux jeunes curieux. Moi je suis dans le doute, l'air vacillant et fébrile, dans un monde où ça fait stupide, voire débile. Dire je ne sais pas, c'est être banni, voire l'exil. Et trop réfléchir, c'est donner l'air qu'on se défile. Parmi les 3 classes invitées, une se composait d'élèves non francophones. La classe d'accompagnement du lycée Drancéen Paul Le Roland a ainsi pu découvrir la langue française en musique. Je pense que c'est important pour eux qui sont des classes non francophones de découvrir l'univers de la chanson française. Et c'est vrai que pour des jeunes, ils sont toujours plus attirés par la musique urbaine et notamment le rap et le hip-hop. Après cette rencontre, les jeunes ont pu assister aux répétitions des artistes, comme celle de Me, un duo composé du rappeur américain Continental T et du beatmaker français Eleven. Une belle expérience pour les collégiens, que ce soit à la rencontre ou les répétitions, ils ont tout apprécié. J'ai aimé tous les deux. Ouais. Retour en images également en Seine-et-Marne, à la ferme du Buisson à Noisiel avec le festival Travail que Vaille, qui s'est déroulé les 24 et 25 mars. À l'heure où la valeur du travail est un sujet d'actualité, les artistes s'en emparent et le portent à la scène pour ouvrir la réflexion. Le collectif 18.3 a mis en scène une adaptation du livre qui s'intitule « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés » de la psychanalyste Marie Peset. La danse et le théâtre au service de la santé, c'est un reportage de Julia Gollon de Canal Coquelicot 77. Le travail, ce n'est pas toujours la santé. Pour le collectif 18.3 qui a monté la pièce « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés », c'est même plutôt l'inverse. Tiré du livre éponyme de la psychanalyste Marie Peset, l'œuvre revient sur l'histoire de cette professionnelle spécialisée dans la souffrance au travail et celle de ses patients comme Fatima, agent d'entretien, ou Solange, assistante de direction. Je trouve que, oui, t'es un peu direct. Hein, t'es agressive. T'es un peu brutale. C'est ça, t'es brutale avec les clients, Solange. Une pièce qui trouve son origine dans le questionnement actuel sur les suicides en entreprise et qui a demandé plus d'une année de préparation pendant laquelle les acteurs ont bien sûr lu et rencontré Marie Peset pour en faire un personnage joué par Julie Laufenbuchler. À cette organisation de la solitude s'ajoute la pression morale sous toutes ses formes. Elle s'est organisée, institutionnalisée, elle est prescrite dans les manuels de management, étudiée dans les écoles. L'attitude est distancée, le vocabulaire précis rappelle la spécialiste de la santé.
Marie s'adresse souvent directement au public, un rôle pas toujours simple à endosser. Dans le personnage, là, dans cette pièce, il y a énormément de monologues, il y a peu d'échanges et de dialogues. Du coup, ça, c'est assez difficile pour nous, parce qu'on est quand même plus habitués à dialoguer. Et puis avec des termes techniques, avec des termes... Donc, il faut s'approprier tout ça, en fait, que ça devienne comme un vocabulaire qui me serait naturel. Pour autant, pas question de faire une adaptation littérale du récit La psychanalyste. Sur scène, dans ses théâtres, s'empare du témoignage et mime la violence des mots, des regards, la cadence physique infernale au quotidien. Conformément à la loi informatique et liberté, bénéficierez d'une installation gratuite si vous prenez votre décision dès ce soir. Des gestes répétés, amplifiés, un bon moyen de raconter la souffrance. On avait vu une photo magnifique, qui était un ouvrier de chantier qui tirait sur un grand filin électrique. Donc on a transformé des gestes de travail dans des vrais gestes denses. Et la répétitivité, bien sûr, puisque le travail, quel qu'il soit, induit une forme de répétitivité et de cadence, ce qui fait partie d'une des plus grosses souffrances au travail à l'heure actuelle. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. C'est donc samedi et dimanche, dans le cadre du festival Travail que vaille, un temps de réflexion autour des conditions de travail organisées par la ferme du Buisson à Noisiel. On continue dans le Val d'Oise où le château médiéval de la Roche-Guyon est transformé en galerie d'art contemporain. Depuis 2 ans maintenant, une trentaine d'artistes ont investi le lieu. La modernité de leur création joue à cache-cache avec l'histoire du domaine, et ce jusqu'à la fin de l'année. Nadir Ogba de VOTV nous fait découvrir ce musée éphémère. Il n'y a pas d'erreur, vous êtes bien au château de la Roche-Guyon. Jusqu'à la fin de l'année, une génération d'artistes contemporains a investi cette enceinte médiévale. Cette exposition débutée en novembre 2010 a accueilli sa dernière installation ce samedi. Le principe, 6 aménagements, un renouvellement continuel qui fait du château un lieu d'exposition historique et décalé. C'est une exposition un peu folle qui dure 3 ans. D'habitude, une exposition, ça dure 3 mois, là, ça dure 3 ans. Et ça a procédé par emménagements successifs. On emménage au château. Et donc c'est en 6 emménagements, environ 26-27 artistes de la génération des années 70, entre 65 et 75, qui viennent investir le château à l'invitation de l'un d'entre eux, Jean Le Gac. Invité par la direction du château, Jean Le Gac renonce à cette aventure solitaire. Il fait appel à plusieurs artistes pour le rejoindre. Il propose alors dans une lettre intitulée « On emménage au château », adressée à une liste d'amis artistes de se réunir. Un pari réussi, une trentaine de peintres, sculpteurs et autres plasticiens d'après 1968 qui voulaient fuir le musée, sortir du cadre, se sont donné rendez-vous à la Roche-Guyon. L'occasion d'attirer un public différent et notamment les enfants, qui en plus de découvrir un site chargé d'histoire, pourront admirer des œuvres contemporaines. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est notamment vis-à-vis du monde scolaire, puisqu'il y a une convention qui est signée avec le rectorat, il y a aussi le centre départemental de documentation pédagogique, qui donc est en fin de compte le lien entre le monde scolaire et ce musée éphémère. Et donc il faut dire qu'il y a beaucoup de scolaires qui viennent ici, et ouvrir les enfants à l'art contemporain, c'est aussi une mission intéressante. Du donjon jusqu'au potager, une trentaine d'œuvres jouent à cache-cache avec les visiteurs. Une façon originale de découvrir l'un des châteaux les mieux conservés d'Île-de-France. On se rend en Essonne, à Gometz-le-Châtel, à la salle Barbara, où la troupe de théâtre Imagine Action, compagnie du regard, répète leur nouveau spectacle. Lily, la reine des objets, est une création théâtrale pour enfants, proposée aux scolaires avec une série d'actions culturelles et pédagogiques. Giuseppe Baggio de Télé-Essonne était à la présentation de la pièce. Tu prends tes éventails, avec le sourire, ce serait mieux. Le metteur en scène Philippe Pasto et la comédienne Olia Lumbeski sont en répétition. Leur nouveau spectacle jeune public s'intitule Lily, la reine des objets. Ne rentrez pas trop tard. Au revoir, bisous bisous. Maman, ce soir au cinéma, tu pourras me prendre une affiche de votre film s'il te plaît pour mettre dans ma chambre. Cette création théâtrale nous plonge dans le microcosme poétique de Lily. Lily va se retrouver toute seule dans sa chambre avec sa nounou Dounia et ses parents partent au cinéma. En fait, la question qui est posée toute simplement, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que les parents sont sortis et que les enfants se retrouvent tout seuls dans leur chambre? Il faut que je lui chante une petite chanson.
Comme ça, elle guérira plus vite? Oh, d'accord. Oh, dors mon petit lapin, n'aie pas peur. Les ours et les éléphants te protègent. Danseuse, chorégraphe, comédienne, Olia Lumbeski fait vivre Lily un travail de retour à l'enfance. La manière dont on travaille avec Philippe Pasteau, le metteur en scène de Lily, la reine des objets, fait que comme on travaille, on est très sérieux, on y passe du temps, mais on s'amuse aussi beaucoup dans le travail, donc du coup ça laisse la place au fait de faire émerger l'enfant. On a voulu raconter en même temps que les enfants avaient une capacité d'imaginaire incroyable, mais en même temps, et on le retrouve aussi régulièrement dans le spectacle, Lily, à un moment donné, elle s'ennuie sans ses parents. Je veux mon papa et ma maman, parce que sans eux, je m'ennuie. La tristesse de Lily, la joie de Lily avec ses objets, la fantaisie et la liberté des enfants. Ce spectacle suggère également une piste de réflexion pour les adultes. Est-ce que ces objets-là sont des objets traditionnels qui leur permettent de régler leurs conflits internes? Voilà, c'est un spectacle jeune public, donc on ne rentre pas dans cette psychologique-là, mais en fait, ça nous raconte ça, quoi. Je pense, dans l'intime, ça nous raconte ça. Oh, mais pourquoi tu voudrais que je sois la reine des Caraïbes? Comme ça, je serai de bonne humeur toute l'année. D'accord. Pas de jeux vidéo. Dans sa chambre, Lily est entourée d'objets qu'elle détourne et manipule pour créer des histoires imaginaires. Déva. On la voit rentrer dans des délires que Charlie lui suggère, qui sont en fait ses délires à elle, de devenir reine des Caraïbes. Alors elle va devenir reine de tout un tas de choses, pour finalement à la fin devenir reine des objets, donc reine de tous les objets de sa chambre. La fête est chouette, on peut faire des bêtises. À l'origine de ce spectacle, Imagine Action, compagnie du Regard, à Gomez-le-Châtel, une troupe qui favorise un théâtre accessible à tous, un collectif de théâtre populaire. On dit bien ça, compagnie professionnelle de théâtre populaire, et un des objectifs, c'est d'aller à la rencontre des publics dans leurs espaces de vie. L'école ou les centres de loisirs ou les médiathèques ou les bibliothèques étant des lieux intéressants pour rencontrer les enfants, on s'est dit qu'effectivement, on va mettre autour du spectacle des ateliers de pratique artistique, donc sur le théâtre gestuel, sur le théâtre d'objets et la manipulation, sur le corps dansant, puisque Olia, la comédienne, est aussi danseuse, et sur les histoires et les chansons. Voilà, donc en fait, on propose aux équipes pédagogiques qui encadrent les enfants de pouvoir venir leur amener une petite tranche de vie sur ce qu'on travaille autour de ce spectacle, sur les techniques qu'on aborde. Moi, Lily Première, reine des objets, déclare Charlie Doudou, Premier ministre. Direction les Yvelines à Buc, à la rencontre de l'acteur humoriste Ben. Davantage connu pour ses chroniques radiophoniques, l'artiste préfère la scène. Il sera en tournée avec son spectacle jusqu'en septembre. Prochaine date, le 31 mars, au Centre culturel de Buc. Il vous propose un one-man show stand-up avec un peu de Prévost, un peu de Desproges. Johanna Soudry de TV Fil 78 l'a rencontré. Ben, c'est un artiste déroutant. Je me rappelle plus déjà de la question, c'est quoi que tu m'avais demandé? Ton spectacle. Mon spectacle, ouais. Et ben quoi? Il faut que... Et ben alors, qu'est-ce qu'on va y voir? Des personnages? Ton humour, comment il est? Plutôt décalé? Décalé par rapport à quoi? On dit de son humour qu'il ressemble à celui de Desproges et Prévost, dont il a d'ailleurs assuré la première partie. Si vous ne le connaissez pas encore, vous pouvez régulièrement l'écouter à la radio. Oui, moi je fais de la radio sur France Inter, parce que France Inter c'est bien. J'y suis le mercredi à 11h15 dans l'émission d'Isabelle Giordano, Les Affranchis, où je fais un non-portrait d'invité. Et le jeudi matin à 9h moins 5, je fais un billet d'humeur sur l'actualité. Mais je reste pas
Entre les deux, je rentre chez moi. Son spectacle raconte les anecdotes de la vie de Ben, son personnage. C'est plein de micro-thèmes. J'aborde plein de thèmes différents pendant très peu de temps. Et à la fin, ça fait un spectacle. Ça parle de l'alcool, ça parle un peu de moi, ça parle un peu de la banque. Et puis, ça parle des filles. Bon, alors après, j'étais obligé de développer une technique pour trouver un appartement que je peux vous donner d'ailleurs. Si vous voulez, c'est une technique toute bête qui consiste à d'abord trouver une meuf qui a déjà un appartement. Alors c'est pas forcément évident tout de suite parce que ça implique de séduire la fille, donc faut être bon en drague, tout ça. Après je suis parti acheter un bouquet de fleurs énorme comme ça, un mur de roses, et je suis allé draguer une autre meuf. Une meuf d'ailleurs, canon, 80 mètres carrés, dans le 5e, cuisine américaine, tout ça. Je l'invite à boire un verre. J'étais à ça de conclure l'emménagement chez elle. L'acteur humoriste sera en tournée jusqu'en septembre en attendant un nouveau spectacle. Je prépare tout doucement mon nouveau spectacle qui devrait être prêt, je pense, d'ici 2034. En tout cas, c'est bien en 2012, le 31 mars plus précisément, que Ben présentera son spectacle aux Arcades de Buc. Allons dans les Hauts-de-Seine, à Rueil-Malmaison, à la rencontre de l'artiste peintre Jaś Godebski. D'origine polonaise, fils d'un sculpteur et petit-fils d'un peintre, la peinture, c'est toute sa vie. Ses œuvres inspirées de sa mémoire sont exposées à la médiathèque Jacques Baumel jusqu'au 31 mars. C'est un reportage de Corinne Fallin et Pierre Mouchet de Roy TV. Difficile de percer le mystère Jaś Godebski. Depuis le 6 mars, cet artiste d'origine polonaise expose à la médiathèque Jacques Baumel. Ses sentiments, il les exprime avec la peinture, alors difficile pour lui d'expliquer ses œuvres. Une chose est sûre, ce passionné des couleurs ne pourrait pas vivre sans la peinture. Non, on ne pourrait pas me l'enlever, je pense. Même si j'étais enfermé, je me débrouillais pour gratter sur un mur. Si on laisse une trace, il y a une volonté de laisser de partager avec les autres déjà, des petits flashs, des reflets, ce sont des choses un peu impalpables, mais c'est des petites choses qui m'ont touché, qui peuvent être même anodines en fait. Même si ses œuvres sont très réalistes, l'artiste ne s'inspire pas de photographie mais uniquement de sa mémoire pour réaliser ses toiles. Et ce qui touche le plus ce peintre élevé dans le sud de la France, c'est la lumière. Ça me plaît. Et je crois que c'est infini. On peut y travailler toute sa vie si on veut, sans arriver au bout, quoi. Jaś peut parfois passer jusqu'à 16 heures de suite sur une toile. Et ce minutieux travail de la lumière n'échappe pas aux yeux des spectateurs. Je trouve que dans la vie, on a besoin de beaucoup de lumière, le soleil. Et dans ces tableaux, ce qui ressort, c'est cette luminosité. Et je suis très accrochée par ce tableau Piscine la nuit, parce que la nuit, il arrive à donner une luminosité, on voit le spot dans la piscine, la petite table est noire, mais il y a la bougie qui éclaire, et tout au fond, une lumière à travers une porte, et dans le coin, on ne s'y attend pas, il y a juste une toute petite lumière, une raie de lumière. Je trouve que ça donne une chaleur, une envie d'aller se baigner, et la lumière. Fils d'un sculpteur et petit-fils d'un peintre, cet artiste de 44 ans a grandi un crayon à la main. Je sais que je voulais faire ça toute ma vie, quoi, donc on peut dire que j'ai commencé à travailler à 7 ans, quoi, un truc comme ça. Parce que je faisais des pages entières de main pour arriver à dessiner les mains, pareil avec les pieds, toutes les parties du corps, tous les petits détails qu'on essaye de retranscrire, quoi, avec 3 traits de crayon, quoi. Inspirées des univers du cinéma et de la bande dessinée, les œuvres de Jaś Godebski seront exposées jusqu'à la fin du mois et seront intégrées au Salon de la bande dessinée. Ce grand rendez-vous se déroule le 24 mars à la médiathèque Jacques Baumel et l'affiche de cette 6e édition est signée Jaś Godebski. Première idée de sortie en Essonne, à Évry, au musée Paul Delouvrier, où sont exposées les œuvres de Françoise Bissara-Frérot jusqu'au 1er avril. Peintre, graveur et sculpteur, elle expose depuis 1983 en mêlant art et spiritualité.
Une recherche du chemin intérieur, l'artiste nous livre les secrets de sa passion au micro de Keltoumbe Sadok de Téléson. Je suis née en Égypte, d'une famille très ancienne qui habitait en Égypte depuis très longtemps. On est sans doute venu de Syrie, maman était grecque, orthodoxe, etc. Ma grand-mère écossaise, protestante, toutes les religions se côtoyaient, très bien d'ailleurs, on s'entendait tous bien. Et c'est quand même un creuset, c'est vrai que je le sens de plus en plus. C'est comme si remontait quelque chose de très ancien de l'univers, remontait à ma conscience et m'était redonné pour m'atteindre au centre de moi, au cœur. Le cœur dans la Bible, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Et en fait, c'est l'homme intérieur. Pour moi, il s'agit toujours du chemin intérieur, bien entendu, de l'intériorité. Je travaille par terre, il faudrait venir dans l'atelier. J'ai des monceaux de bois gravé et je prépare moi-même mes pigments, mes peintures en tout cas. Et pour les sculptures, je prépare mes cires. Je travaille à la cire perdue et je les grave avec ces bois. Je chemine à travers mes œuvres et donc il y a une peinture, une sculpture, une peinture, une sculpture et pour moi il n'y a pas de séparation entre la peinture et la sculpture. Les sculptures sont en 2 dimensions et demie et assez plates et je travaille avec les mêmes empreintes sur les peintures et sur les sculptures. Je cherche la lumière, c'est une quête de la lumière. Mais pour trouver la beauté, il faut plonger dans le monde. Chacun a son cheminement. Et ça, je laisse libre chacun. Mais c'est vrai que j'ai des retours assez extraordinaires et des rencontres avec des personnes qui vraiment me parlent bien longtemps après de telle ou telle œuvre. Mais chacun vit une œuvre à sa manière. Dostoïevski disait qu'il y aura un moment où le monde serait pris par ses passions. Et c'est notre monde actuel. Et il disait on oubliera l'essentiel, qui est l'énergie de vie. Et au fond, l'énergie, c'est ce que je cherche à donner, la vie. Et c'est l'essentiel. J'espère que cette force pourra être perçue par celui qui regarde. Deuxième idée de sortie, toujours en Essonne, au Café Curieux de Morsan-sur-Orge, qui invite l'exposition Tension et forme de Claudine Escouba jusqu'au 4 mai. L'artiste travaille l'abstraction de manière constructive. Sabine Stelitano, responsable de l'association Les Temps Mêlés qui gère le lieu, nous présente l'exposition au micro de Keltoumbe Sadok de Téléson. C'est une exposition qui est faite toujours avec le même principe au Café Curieux, c'est-à-dire qu'il y a une artiste qu'on invite. Je dis une parce que cette fois c'est une femme, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de femmes. Et c'est une artiste qui travaille l'abstraction, ce qui était nouveau pour nous, puisqu'il n'y a jamais eu d'exposition abstraite. Donc le principe c'est toujours le même, il y a une artiste invitée et les participants des ateliers, les bénévoles et les habitués exposent avec l'artiste. Elle s'appelle Claudine Escouba. Elle a passé son enfance dans une ville en reconstruction. Et donc elle dit, quand elle fait ses œuvres, qu'elle est en construction, en fait, qu'elle construit les formes. Donc à la fois c'est très, vous voyez, c'est très carré, et en même temps c'est très intuitif. Donc elle appelle ça des reliefs ou des saillies, parce que ça sort du mur. Et puis ces couleurs sont toujours le noir, le gris, le rouge pour les formes principales, et le vert et le jaune pour ce qu'elle appelle les formes secondaires. C'est une œuvre abstraite, donc je trouvais c'était difficile de trouver un titre. Donc là, on lui a demandé des propositions. Enfin, on lui a dit est-ce que tu as une idée pour faire le titre de l'expo? Et elle nous a proposé Tension et forme.
ce qui a inspiré la graphiste. Et donc on voit d'ailleurs sur la carte, la graphiste s'est amusée à travailler aussi avec du fil pour tension et puis du carton, parce qu'en fait l'artiste là, elle travaille surtout avec du balsa. Et puis là on voit pas très bien, mais il y a une photo de la grande borne. En fait, ça ouvrait un peu sur tension et forme à un autre sens. Et ça a inspiré ensuite la scénographie, puisque après je suis partie donc, des œuvres de l'artiste, du travail de la graphiste. Et donc j'ai travaillé avec les fils pour faire le lien finalement entre les œuvres de l'artiste et celles des participants de l'atelier. En amont, c'est plutôt moi qui fais le lien. Donc, soit j'ai des photos, là l'artiste elle m'a donné des photos de son œuvre, je vais expliquer un peu à toutes les personnes de l'association. Donc il y a Jean-François Donati par exemple, qui est lui-même artiste, peintre, sculpteur et graveur, qui anime un atelier et donc je lui explique un peu le projet, je lui parle de l'artiste et lui il l'explique ensuite aux personnes, aux participants de l'atelier. La rencontre vraiment effective, elle se fait surtout le jour du vernissage. Donc c'est pour ça qu'à l'arrivée, on se retrouve parfois avec des œuvres qui sont, a priori, on se dit tiens, est-ce que ça va pouvoir être accroché ensemble? Et puis on est surpris, par exemple, là il y a le travail avec les petites poignées, qui est justement un jeune homme qui travaille dans l'atelier de Jean-François Donati, et puis ça fonctionne très très bien. C'est vrai que les artistes qu'on invite au café, je pense qu'ils viennent d'abord parce qu'ils ont des qualités humaines, qui sont prêts pour l'aventure, parce que c'est pas au café qu'on devient ni riche ni célèbre. Par contre, on s'enrichit de belles rencontres, voilà. Et donc je pense que c'est ça, c'est la qualité de la rencontre, le moment et le plaisir de montrer son travail. Et voilà, Culture & Co, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir ces images sur le site internet de Telif, www.telif.tv. Merci aux rédactions des télévisions locales d'Île-de-France. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.